Bonjour. Aujourd'hui, ma chronique, c'est Paul-Marie Guinchard. Aujourd'hui, ma chronique a pour titre « Vider la bassine numéro 1 ». Ça suppose qu'il y aura un « Vider la bassine » au moins numéro 2. L'année 2023 fut certainement l'une des plus chaudes et des plus sèches de l'histoire moderne du climat et de la météo. Ce fut certainement l'une des années qui aura vu de nombreux débats relatifs à des projets d'aménagement ou de réalisation de construction relevant du génie civil. Certes, le projet de construction d'une nouvelle autoroute entre Castres et Toulouse aura largement mobilisé les opposants à cette réalisation. Il aura aussi fait couler beaucoup d'encre dans les médias et généré de longs débats, parfois houleux, entre des élus de tous bords. Nous avons connu cela dans notre région à la fin du siècle dernier avec le projet dit du Grand Canal entre le Rhin et le Rhône. Je m'en souviens très bien, notamment des manifestations d'opposants, dont j'étais, et d'autant plus qu'après la décision du Conseil d'État d'annuler l'autorisation de ce projet, j'avais été missionné par le ministère de l'Environnement de l'époque pour ouvrir des pistes et pour évaluer les conséquences de cet abandon sur les aménagements territoriaux. En effet, ce projet qui était dans les cartons depuis des décennies avait eu pour conséquence de geler ou de modifier de nombreux projets tout au long de la vallée du Doubs, ainsi qu'en amont côté alsacien et en aval côté bourguignon. Je retiens en particulier la construction du grand pont sur le Doubs à Dole, qui aurait certainement été positionné plus en aval du Doubs si le projet de canal n'avait pas existé et certainement coûté beaucoup moins cher. On peut aussi parler des diverses zones d'aménagement tout au long de la vallée. Bref, il semble que l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse verra le jour. L'avenir dira certainement la pertinence ou l'inutilité de ce projet. Tout cela pour dire que ces grands projets qui tentent de résoudre des problèmes, j'ai mis des guillemets, ou de répondre à des exigences très diverses, sont sujets à discussion. Mais il est très difficile, non pas de juger de leur nécessité ou de leur efficacité, mais de comprendre les enjeux profonds qu'ils mettent en évidence. Le cas du contournement des grandes villes constitue un bel exemple, car il semble régler des problèmes de trafic dans les premiers mois de mise en service. Il reste que quelques temps plus tard, du fait de l'augmentation du trafic, générée par l'infrastructure elle-même, il est nécessaire de poursuivre l'extension de la dite infrastructure. Et on fera de même dans les mois ou les années qui suivront, c'est le toujours plus dont je parle souvent, toujours plus qui ne favorise en rien le progrès commun. Toujours plus de voitures, toujours plus de routes et d'autoroutes, toujours plus de mobilité, toujours plus de besoins. Bref, je m'éloigne du sujet induit par le titre de ma chronique aujourd'hui. Je vous rappelle, vider la bassine. Mais avant de bassiner, il me semble nécessaire de rappeler un peu d'histoire, celle de l'eau et des sociétés humaines. Élisée Reclus, précurseur de l'écologie, présenté souvent comme un légumiste à la fin du XIXe siècle, était surtout un géographe. Ses travaux ont montré l'importance de l'eau et des cycles de l'eau dans les fonctions naturelles. Il parle aisément des montagnes, des sources, des rivières, des fleuves, des mers et océans, mais aussi des lacs, des étangs, des zones humides et des réserves naturelles. On sait que les sociétés humaines se sont construites tout au long de l'histoire moderne de l'homme en lien étroit avec l'eau. Sans eau, pas de vivant. Les historiens abordent eux aussi cette problématique. Ce que l'on peut retenir, c'est que tout au long de l'histoire, les sociétés ont cherché à maîtriser, contrôler, domestiquer les systèmes hydrauliques. Nombre de rivières et de fleuves ont été canalisés, déviés, barrés par des barrages de plus en plus imposants. Je citerai le cas des petits canaux qui courent en pente douce et qui contournent la montagne pour amener l'eau là où elle est nécessaire. Pour ma part, j'avais été très impressionné par les levadas sur l'île de Madère, un ingénieux système qui permet l'irrigation de la partie est de l'île, soumis à un climat sec avec de l'eau qui tombe en abondance à l'ouest de l'île. Pour les habitants de Madère qui doivent leur survie à ces ouvrages, dans les levadas coule l'or bleu. De leur île, bien évidemment. Les grands barrages partout dans le monde qui souvent ont été construits pour produire de l'énergie viennent compléter les réserves naturelles d'eau. Savez-vous que le lac Léman constitue la plus grande réserve naturelle d'eau en Europe occidentale? Bref, on a construit, aménagé pour satisfaire les besoins des populations. Nous étions certains du bien fondé de ces équipements qui n'ont cessé d'être de plus en plus gigantesques. Or, par exemple en Andalousie, mais pas seulement, ces réservoirs sont vides, ou presque. Les Catalans se tournent vers la France pour quémander l'eau du Rhône. Les Chinois construisent des barrages gigantesques comme celui des Trois Gorges. On s'inquiète, les agriculteurs construisent des méga-bassines. Voilà, toujours le problème de l'eau. On construit toujours de ci, de là, on se bagarre, le chemin vers la raison semble s'éloigner. Je termine avec une petite histoire, celle de deux petits poissons qui batifolaient dans l'océan et qui rencontrent un vieux poisson, qui leur demande s'il trouve
Est-ce que l'eau est bonne aujourd'hui? Ils lui répondent un oui timide et ils poursuivent leur navigation. Soudain, l'un des petits poissons demande à son compagnon: c'est quoi l'eau? La semaine prochaine, je vous proposerai toujours de vider les bassines. Merci.